Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel portant sur le choix du matériel pour la fabrication d'un meuble en carton. Cette présentation vidéo est rattachée à mon blog meublesoncarton-sur-mesure.com. Vous trouverez sur la page du tutoriel la liste résumée des outils et beaucoup d'informations complémentaires telles que les prix moyens et des conseils d'utilisation supplémentaires pour chaque outil présenté dans la vidéo. J'ai choisi de vous montrer en exemple l'utilisation des outils lors des 3 étapes essentielles de la création d'un meuble, afin de vous permettre de visualiser leur utilité. Souvent, et surtout quand on débute, on choisit trop cher ou peu cher mais de mauvaise qualité et on se trouve un petit peu perdu dans le choix du marché de loisirs créatifs. Donc j'essaye de vous proposer ici le tutoriel que j'aurais aimé avoir quand moi-même j'étais débutante. J'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair et surtout faire la part des choses entre l'indispensable et l'optionnel et pouvoir vous équiper et investir dans des outils de qualité sans pour autant vous ruiner. Outre le résumé des outils, vous trouverez sur la même page de mon blog des liens vers une sélection de produits que j'ai faite pour vous. Il s'agit des outils présentés ici même, que j'utilise moi-même et qui présentent le meilleur rapport qualité-prix sur le marché actuel. C'est parti pour la présentation des outils. Voici, pour démarrer la construction d'un meuble en carton, le premier outil indispensable. Il s'agit de la plaque de coupe. La taille utilisée pour la fabrication de meubles est en général de 60 à 90 cm. Cette plaque a de très nombreux avantages et est un produit indispensable et de très grande qualité. Je vais vous donner les quelques avantages et peut-être le seul et unique inconvénient que j'ai pu les trouver. Donc d'abord les avantages. Une surface épaisse et antidérapante. Elle est spécialement conçue pour protéger le plan de travail et également offrir une adhérence, aussi bien avec le support et le carton ou le papier qu'on est en train de couper. La plaque est également autocicatrisante. Elle se conserve sans limite dans le temps. Pour nous permettre d'améliorer davantage notre qualité de coupe, elle a été conçue intelligemment, graduée, avec des carreaux d'1 centimètre et avec des mesures intégrées dans les 2 sens de la coupe. Il y a également des gros traits qui sont tracés tous les 5 cm et qui permettent de vérifier la droiture de notre traçage sur le carton. Et puis enfin, la dernière chose, mais pas la moindre, j'adore les bords de cette plaque qui sont épais et solides. Ils me permettent d'abord de placer bien mon équerre et de manière solide le talon de l'équerre afin de pouvoir tracer ma première ligne. Et ensuite, une fois que j'ai coupé le carton, eh bien ces mêmes bords me permettent simplement de caler mon carton dessus et vérifier si la coupe est droite. Concernant les inconvénients, il y a un seul inconvénient. Le prix est un tout petit peu élevé pour un produit de loisir créatif. C'est un produit de qualité et je pense que c'est la raison pour laquelle on peut trouver des prix extrêmement variables. Je tiens vraiment à attirer votre attention là-dessus. Il y a des commerçants qui peuvent proposer la plaque de même taille, 60 à 90, à un prix qui peut aller jusqu'à 50 €. Mais moi, depuis le début, j'ai pu acheter ma première plaque à 23 € chez mon commerçant, chez lequel j'ai encore racheté 2 plaques récemment en promotion. Bon, j'ai mis un prix moyen 25 € sur mon blog. Sincèrement, je vous déconseille fortement d'aller au-delà de 25 €. Je vous donne l'adresse ainsi que le lien vers le commerçant en question. L'avantage aussi avec ce site et ce commerçant est qu'ils font des promotions en période d'examen de fac. Donc vous pouvez trouver, comme moi récemment, des réductions sur ces produits à plus de 50%. Donc récemment, j'ai acheté 2 plaques pour 24 € les deux. C'est quand même plutôt très intéressant, voire exceptionnel. Eh bien, nous voilà dans le vif du sujet. Une fois que nous avons cette belle plaque de coupe, nous allons tracer et couper sur du carton. Le premier instrument à avoir avant toute coupe et traçage, c'est un instrument de mesure. Il s'agit évidemment du mètre ruban. Prenez le premier prix,
Ça suffit amplement, ne vous ruinez pas du tout dans ce genre d'outil. Voilà, c'est un mètre tout bête, tout simple. Ensuite, nous avons le crayon papier et une gomme. Prenez le plus aiguisé possible afin de vous assurer un traçage le plus précis possible sur le carton, qui est une matière souple. Là, nous avons l'équerre de menuisier. Alors, pareil, je ne vous conseille pas du tout de prendre quelque chose de cher ou de sophistiqué. Il faudrait simplement penser que le talon doit être épais, c'est-à-dire il ne faut pas que l'équerre soit totalement plat, afin que ce talon puisse venir buter et coincer l'équerre contre le bord de la plaque, comme je vous montrerai un peu plus tard. Mais ce genre d'équerre, moi je l'ai eu à 2 € dans une quincaillerie de quartier. Une fois que nous avons l'équerre, qui n'est pas très grand, cela dit, nous allons avoir besoin sans doute d'une grande règle de traçage. Et une fois que nous avons tout cela, nous allons couper et tracer, avant de couper d'ailleurs, sur un morceau de carton que j'ai sélectionné pour vous. Ce petit carton, il n'est pas très grand, mais il n'est pas trop petit non plus. Il va nous présenter quelques petits défis. Pour tracer, d'abord je prends l'équerre, je mets bien le carton au bord, je mets bien l'équerre sur le bord, d'où l'importance d'avoir un talon qui dépasse. Et là, je trace. Le carton est bien coincé entre l'équerre et la plaque de coupe et il ne bouge plus. Et comme vous voyez là, je manque de longueur. Pour compenser ce manque de longueur, je vais caler le carton là en bas sur là où j'ai tracé sur un gros trait de la plaque, d'où l'utilité des gros traits qui sont tracés tous les 5 cm sur la plaque. Et je vais faire en sorte que ce trait, que je trace ma ligne en fait sur le prolongement du trait de l'autre côté du carton. Voilà, concentration maximale, traçage. Donc voilà, c'est ce qu'on fait avec le minimum de matériel quand nous n'avons pas un grand équerre, quand nous avons du matériel premier prix, mais ça nous permet de nous en sortir. Si on veut aller plus vite, on prend un thé en hêtre. Pourquoi? Parce que c'est simplement beaucoup moins cher qu'un équerre grande taille et il est très solide, très robuste et il ne glisse pas. L'inconvénient de ce thé est que il n'est pas gradué et il n'est pas transparent. Donc si vous voulez un thé avec une graduation et une transparence, vous prenez un thé en plexi qui est un tout petit peu plus cher, mais qui a le défaut, lui, malheureusement de glisser un petit peu sur le carton. Il faudrait qu'il pense à créer un modèle antidérapant. Là, si j'ai besoin de m'arrêter à un endroit précis, les mesures sur le thé m'aident. C'est un gain de temps précieux, mais cela reste quand même un instrument optionnel. Nous pouvons tout à fait nous en sortir avec le gros trait de la plaque et l'équerre et la règle de coupe qui m'a servi de prolongement. Une fois que j'ai tracé, je prends la règle de coupe. Alors cette règle est vraiment fabuleuse. Elle est transparente, elle a un bord gradué qui est fin et l'autre bord, celui que j'utilise pour couper, c'est un bord en acier, donc inusable. Cette règle, vous pouvez frotter le cutter autant que vous voulez, elle ne cédera pas, elle ne s'abîmera pas avec la lame du cutter. Et de plus, cette surface que je plaque sur le carton, c'est une surface antidérapante. C'est fantastique car normalement les règles de coupe sont des règles lourdes en acier qui vont dans les 30 € prix minimum et celle-ci elle est à 15 €. Une fois que j'ai bien plaqué ma règle, je prends un cutter. Le cutter n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que vous vous sentiez bien avec et qu'il vous soit agréable en main. Un premier prix fait l'affaire. Il faudra penser simplement à avoir de très bonnes lames et à les changer souvent car le carton est une matière souple, capricieuse et finalement difficile à couper avec précision. Je vérifie bien sur le bord que tout va bien, que je suis droite. Donc je me sers encore de la plaque de coupe et de ces
merveilleuse qualité. Hop, je trace un trait. Là, j'ai l'angle droit du T, j'ai mon bord droit qui est calé sur le bord droit de la planche, donc tout va bien. Hop, je décale un petit peu mon carton de manière à ce que quand le cutter arrive tout en bas, il ne glisse pas sur ma table. Et je refais l'opération. Donc je manque un peu de longueur sur la règle, mais la longueur 1 mètre, elle commence à faire un peu cher. Donc je n'ai pas investi dans une règle plus longue, tout simplement. Donc voilà, une fois que j'ai coupé, et bien voilà, je cale mon carton dans l'angle droit de la planche et je vérifie mes 2 bords. Donc là, je suis certaine que j'ai un bord droit et que tout va bien. Bien, quand nous avons beaucoup d'épaisseur, qu'est-ce qui nous arrive? Le cutter, il devient un peu difficile à manier, voilà, ça devient un peu la galère. Donc là, c'est du carton double cannelure. Il y a trois épaisseurs, donc ça commence à faire bien épais. Et donc là, le cutter, malheureusement, ne passe plus. À ce moment-là, je prends ce délice pour les oreilles des voisins et les oreilles de tout le monde autour de nous, la scie sauteuse. Donc voilà, c'est un instrument qui fait un bruit énorme. C'est un instrument qui est lourd, qui est désagréable à manier, mais elle a l'avantage de nous faire gagner du temps et elle a l'avantage de nous offrir une coupe précise quand on a 3 ou 4 épaisseurs à découper à l'identique. Donc pour ça, c'est quand même un outil merveilleux. Une scie sauteuse premier prix peut aller. Il faut penser à avoir des lames qui coupent le métal, car les lames qui coupent le bois ne vont pas pour le carton. Elles sont avec des dents beaucoup trop grandes et ces dents-là abîment le carton, elles vont le déchiqueter. Prenez des lames très fines, des lames en métal. Alors, je fais un petit récapitulatif des outils absolument nécessaires. Dans cette étape de coupe et traçage, l'absolument nécessaire, c'est la plaque de coupe, le mètre-ruban, un outil de traçage comme un crayon, l'équerre de menuisier, une bonne règle de coupe, un bon cutter avec des bonnes lames. Tous les autres instruments, ce sont des instruments qui peuvent nous rendre la vie beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, le travail beaucoup plus rapide, donc c'est un gain de temps. Je ne dirais pas que ce sont des instruments inutiles, mais ce sont des instruments un petit peu optionnels. Donc si vous voulez simplement faire un premier achat, prenez le plus nécessaire et le plus strict nécessaire pour ne pas vous ruiner. Moi, je dispose de tous ces instruments, mais je les ai achetés au fur et à mesure. Quand on construit un meuble en carton, le plus souvent, on utilise 2 types de colle. La première, c'est la colle à bois prise rapide. Personnellement, j'utilise la colle à bois de la marque Sader, donc c'est une colle assez épaisse. Et pour l'appliquer sur le carton, je me sers de pinceau, mais aussi d'un peu d'eau pour la diluer et pour la faire pénétrer de manière plus régulière et surtout plus efficace dans le carton. La colle à bois, elle a de très nombreux avantages et très peu d'inconvénients dont je vous parlerai un peu plus tard. D'abord, c'est une colle qui va vraiment parfaitement pour le carton puisque le carton est un dérivé du bois. Prise rapide est un mot tout relatif puisque c'est une prise qui nous laisse suffisamment de temps pour replacer le carton, rectifier éventuellement l'assemblage, apporter certaines corrections si elles sont nécessaires. Donc, c'est une colle qui nous laisse une marge de temps et de tranquillité pour travailler sereinement. C'est très appréciable. Elle est extrêmement fiable, solide. Elle a la grande qualité de fortifier et imperméabiliser le carton. Donc une fois qu'on a assemblé avec cette colle et une fois le carton sec, eh bien il se trouve durci, imperméabilisé par la colle. Un avantage non négligeable aussi, surtout dans ce genre d'activité qui est quand même une activité de respect de l'environnement, de démarche écologique, eh bien c'est très important de noter que c'est une colle qui est respectueuse de l'environnement et une colle qui fait partie de la famille des colles vinyliques. Elle est diluable à l'eau, elle est sans odeur et elle est transparente après séchage.
Étant donné que moi j'utilise une colle assez épaisse, je me sers pour l'application. Je précise que ça peut varier d'un cartoniste à l'autre et si vous voulez de l'épaisseur de la colle qu'on utilise, on peut utiliser différents procédés d'application. Mais me concernant, j'utilise ce genre de pinceaux qui sont des pinceaux de loisirs créatifs vendus dans les magasins spécialisés ou dans des petites quincailleries de quartier, vous pouvez en trouver également. Il faut que le poil du pinceau soit assez souple, mais néanmoins dense et ferme pour permettre un bon contact, une bonne pénétration de la colle dans les fibres du carton. Si j'ai une surface un peu plus grande à en coller, je me sers de ce genre de pinceau qui est un pinceau normal de peinture mur et plafond vendu dans les magasins de bricolage. Pour appliquer la colle, admettons que nous avons deux surfaces à coller comme celle-ci, je prends le pinceau, je le trempe dans un verre d'eau et puis ensuite dans la colle et j'applique de cette manière-là. Une fois que nous avons appliqué la colle, il faut presser et il faut laisser sécher tranquillement quelques minutes. Et étant donné que nous avons affaire à une colle prise rapide, ça ne dure pas très longtemps. J'insiste bien sur cette étape de séchage, elle est extrêmement importante. Ça nous ramène au premier inconvénient de la colle, c'est-à-dire que cette qualité nous joue des tours également, dans le sens où quand la colle travaille toute seule, finalement, lors du séchage, eh bien, elle a tendance à tordre le carton. Donc, si on ne pense pas à plaquer du poids par-dessus, il aura tendance à onduler vraiment de manière incontrôlée et de manière totalement imprévue pour nous. Pour prévenir ce genre d'incident de parcours, il faut vraiment plaquer le carton à plat et ne pas lui permettre de se tordre. Le deuxième inconvénient avec cette merveilleuse colle à bois prise rapide est qu'elle a un peu de mal à prendre à ces endroits-là que je vous montre sur la vidéo, la tranche des cannelures ou les bords. Le carton est un tout petit peu plus rigide à cet endroit-là, il est un peu plus imperméable à la colle et du coup elle a du mal à faire effet à ces endroits-là du carton. Et bien à ce moment-là, nous avons recours à la deuxième type de colle qui est la colle en bâton. C'est une colle qui va s'utiliser avec un pistolet chauffant. Elle va fondre avec la chaleur et là c'est une colle vraiment tout terrain qui prend vraiment parfaitement aussi bien sur d'autres matériaux que sur le carton. Elle a cet avantage-là d'être extrêmement forte et fiable et de prendre extrêmement rapidement. Mais elle est chaude brûlante, c'est une colle chimique qui n'est pas très respectueuse de l'environnement, il faut le dire. Donc j'essaye de l'utiliser vraiment en dernier recours quand je n'ai pas pu faire autrement. Je vais d'abord vous parler du choix du pistolet qui est vraiment très très important puisqu'il y a vraiment un très large choix de pistolets à colle et on a du mal à s'y retrouver surtout quand on débute. Première chose, il ne faut surtout pas acheter un premier prix. Dans les quincailleries de quartier, je vous conseille pas non plus les petits pistolets que vous pouvez trouver dans les chaînes de loisirs créatifs. Alors l'essentiel souci avec les pistolets bas prix est que la colle a tendance à être délivrée de manière totalement incontrôlée et irrégulière. Comme c'est une colle qui agit sous la chaleur, qui fond avec une très haute température mais qui aussitôt déposée sur le carton va se refroidir et durcir très vite en quelques secondes. Deuxième inconvénient des pistolets bas prix est que le bec que vous voyez au bout, qui est très souvent en plastique, comme c'est du matériel de mauvaise qualité, il a tendance à fondre et il a tendance un petit peu à se décomposer sous la chaleur. Donc si vous voyez ce genre de grand pistolet à colle à moins de 15 €, il ne faut pas l'acheter. Il faut vraiment acheter un pistolet pour avoir un bon rapport qualité-prix entre 20 et 25 €. Au-delà de 25 €, nous tombons dans un autre travers et un autre extrême qui est l'extrême un peu du gadget attrape-client du loisir créatif et qui finalement ne vous apporteront pas grand-chose en plus
qu'un pistolet de prix moyen qui fait simplement le travail qui nous est nécessaire à nous. Je vous ai sélectionné 2 modèles de pistolets avec 2 becs différents, un en plastique et un en métal. Ils sont de bonne qualité et de plus c'est une très bonne affaire puisqu'ils sont vendus à moins de 20 € avec la colle qui est fournie avec les pistolets. Vous trouverez les liens sur mon blog. Alors, une fois qu'on a déposé la colle, vous voyez, ça donne ce genre de traces. Et il faut coller très vite. Et évidemment, une fois qu'on a collé, il faut avoir sous la main un petit bâton d'esquimau ou un carton usagé pour racler très vite l'excédent de colle de manière à ce que la colle ne reste pas accrochée sur le carton car ensuite elle est extrêmement difficile à enlever. Donc il faut racler au maximum et surtout ne pas mettre les doigts parce que c'est chaud brûlant et c'est très dangereux. Il ne faut pas toucher le bout du pistolet avec les doigts non plus. Alors, il y a aussi un petit cousin du grand pistolet à colle, c'est le petit pistolet. C'est un produit optionnel, mais je vous le présente quand même parce qu'il peut s'avérer utile pour les collages où on a besoin d'un peu de colle, mais pas trop. Donc des petites fentes où le grand pistolet a du mal à se faufiler, car son bec façon seringue délivre la colle de manière extrêmement fine et beaucoup plus précise que le grand pistolet. Donc je vous montre le bec de près et là vous voyez la trace qu'a déposé le petit pistolet par rapport à la trace du grand. C'est clairement incomparable en termes de finesse du collage et ça peut servir, mais bon, ça reste quand même un produit optionnel. Souvent les petits pistolets sont de très bonne qualité, de toute façon il n'y a pas tellement le choix dans les petits et ce qui est très sympa c'est que souvent, voire toujours, ils sont fournis avec un fil électrique qui se détache et qui nous laisse les mains libres pour travailler tranquillement durant quelques minutes sans avoir le fil qui vienne nous gêner pendant le collage. Alors je vais faire un petit point sur les bâtons utilisés de colle avec les 2 pistolets. Les bâtons utilisés pour le petit pistolet sont des bâtons d'un diamètre de 7 mm et les bâtons utilisés pour le grand pistolet sont des bâtons d'un diamètre de 12 mm. Concernant la densité de la colle, elle a aussi son importance. Plus la colle est opaque, plus elle est forte et plus la prise est rapide. Mais plus elle va être chère aussi. Et moins vous aurez du temps et de la marge pour coller sereinement. Alors moi, comme vous voyez, j'ai des bâtons qui sont opaques, mais pas non plus très opaques. Ça me laisse parfaitement le temps de coller sereinement. Disons que j'ai un laps de temps de 10 à 15 secondes. Alors qu'avec une colle vraiment, la colle la plus forte en bâton, elle a la couleur de la colle à bois. Là, je n'ai absolument aucun laps de temps pour assembler. Donc, je fais le point sur le matériel de collage absolument nécessaire et le matériel optionnel. L'absolument nécessaire, c'est la colle à bois prise rapide, les pinceaux et un grand pistolet à colle de bonne qualité et avec des bâtons de 12 mm opaques mais pas trop. Vous trouverez les liens pour acheter ces produits sur mon blog. Pour mieux vous illustrer l'utilisation des outils présentés dans cette dernière partie, je vais me servir d'un tiroir qui fait partie de mon meuble rangement de bureau. Évidemment, là, le tiroir est déjà peint, décoré et laqué, mais avant cette dernière étape de déco, il y a encore un peu de travail. Et c'est dans cette étape de finition que rentrent en compte les instruments que nous utilisons. Juste une petite photo souvenir, c'est le tiroir lors de cette étape, avant la peinture. Comme vous pouvez voir, les tiroirs sont collés, sauf celui de dessus, mais ils ne sont pas encore prêts à être décorés. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, le premier outil qu'on va prendre pour égaliser les bords et lisser, donner une homogénéité du meuble, du tiroir ou même des niches, de la structure qu'il va porter, on utilise d'abord la râpe à bois. Tout ce qui dépasse au niveau des bords et au niveau des angles, on enlève et on égalise. Évidemment, on utilise 3 types de râpe. La râpe qui est plate pour les bords droits, la râpe semi-ronde pour les courbes et les arrondis, et une dernière qui est un tout petit peu moins utilisée, mais tout de même, ça peut arriver, pour les petites ouvertures, la râpe qui est ronde. C'est une étape assez sympa,
mais qui fait beaucoup de poussière. Il faut prévoir un extérieur ou être près d'une fenêtre. Un instrument optionnel est la râpe en forme de sabot. Elle est très pratique quand nous avons beaucoup de surface, des bords plutôt épais à égaliser, quand il faut aller tout droit et quand il faut aller de manière, un peu plus massive, puisque cette râpe, elle nous offre un peu plus de confort au niveau du maintien et elle glisse comme un sabot. C'est un outil optionnel, c'est celle que j'avais achetée en premier et puis finalement je l'ai gardée parce qu'elle peut me servir. Une fois que nous avons râpé, on prend le niveau pour vérifier que nos bords sont bien droits et égaux au niveau de la hauteur. Et pour terminer et pour bien adoucir les bords et les préparer aux dernières finitions, on finit cette étape en ponçant. Alors, quand on ponce, on va vraiment lisser totalement le bord. Et le carton devient d'ailleurs très très doux et très agréable au toucher à cette étape. Et là, les moindres imperfections qui peuvent encore rester après la râpe à bois, elles sont éliminées avec la cale à poncer. Alors moi, j'utilise cette cale qui est une cale en mousse, qui est super puisque elle épouse la forme de la main et elle amortit les chocs du ponçage. C'est-à-dire, on ne ressent pas les tensions dans la résistance du matériel. Et de plus, les patins qui sont fournis sont auto-adhésifs, extrêmement faciles, rapides à enlever et à remettre. Et de plus, ils s'usent beaucoup moins vite que les patins abrasifs normaux, traditionnels, si je puis dire. Donc, elles coûtent un tout petit peu plus cher qu'une cale à poncer, mais vraiment, ça vaut les quelques euros en plus et ça n'est pas un prix exorbitant non plus. Et les patins durent très 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 longtemps. Je peux passer d'un ponçage carton à un ponçage bois à un ponçage enduit avec le même patin sans problème. Il suffit simplement de le rincer à l'eau claire, de laver et le lendemain il est comme neuf, il est de nouveau utilisable sans problème. Donc c'est vraiment un outil que je vous recommande fortement, qui est extrêmement pratique et extrêmement facile et agréable à utiliser. Alors, une fois que nous avons bien lissé les bords, on va crafter. Alors, crafter, c'est un terme vraiment très cartooniste. Il s'agit simplement d'habiller de craft tous ces points où on a assemblé et collé et qu'on a nettoyé au préalable avec la râpe à bois et la cale à poncer. Le craft, d'abord, il va cacher les cannelures apparentes du carton, donc il va les préparer à la décoration, mais il va aussi solidifier davantage les points qui sont assemblés, il va lisser et il va donner plus de fermeté et plus de tenue aussi bien à la structure qu'au tiroir. Donc c'est une étape absolument indispensable. Le craft gommé se vend en rouleau. Il est pré-collé, il suffit d'une petite éponge humide, on passe le craft avant de l'appliquer sur les arêtes et sur les angles. Ensuite, alors si on veut vraiment de très très jolies finitions, on s'embarque dans une étape qui est souvent optionnelle, mais qui peut parfois être obligatoire. L'enduit. Alors l'enduit, au niveau de l'esthétique, il va lisser les imperfections du carton qui vont avoir tendance parfois à apparaître avec le vitrificateur ou avec la peinture. Donc il va prévenir ce genre d'apparition de défauts et de fibres du carton qui vont peut-être ressortir un petit peu. C'est par contre une étape qui va vous rajouter beaucoup de temps de travail. Donc c'est une option malgré tout. C'est vraiment quand on s'embarque dans des finitions perfection. Dans le chapitre finition perfection, nous avons le craft. Cette fois-ci, pas du tout du craft gommé, mais du craft normal. On utilise ce papier pour habiller et totalement lisser le meuble. Ça va lui rajouter encore de la tenue et un aspect esthétique vraiment bien mieux abouti qu'un meuble qui n'a pas été crafté entièrement. On applique le craft avec de la colle à papier peint, qui est aussi de la famille des colles vinyliques, comme la colle à bois. Elle est vraiment peu chère et vraiment très accessible au niveau du prix. Elle a une qualité qui est exceptionnelle de lissage et de faire pénétrer le craft dans les fibres du carton d'une telle manière que il s'incruste dans le carton comme une deuxième peau. On dirait que le meuble il subit un lifting.
il se tend et il gagne en fermeté, il gagne en tenue. Là, ce sont des étapes tout à fait optionnelles, hein, l'enduit et le craft. On peut faire soit l'un, soit l'autre, mais si on fait les deux, alors là, on a une tenue vraiment exceptionnelle. Nous passons à un produit absolument indispensable, c'est le vitrificateur. On l'utilise pour imperméabiliser le carton. Quelle que soit la décoration choisie, on doit vitrifier, car même si on choisit de ne pas peindre ou on choisit simplement de laisser le meuble tel quel, on doit le vitrifier pour le protéger de l'humidité et l'imperméabiliser. Le vitrificateur, au-delà d'imperméabiliser le carton, il va encore davantage l'endurcir. Je dirais que la colle à bois, elle travaille de l'intérieur et le vitrificateur, il va travailler de l'extérieur puisqu'il va toucher des parties du carton que la colle à bois n'a pas forcément atteint. Cela nous ramène au seul inconvénient de ce produit, le prix. En effet, comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un produit qui est relativement cher. Mais malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Il est indispensable et obligatoire. La bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai une solution. Je vous invite à retourner sur la page du tutoriel dans mon blog et de consulter le lien que je vous donne vers un site qui est super. Il s'agit d'un site qui vend des vitrificateurs et peintures de très haute qualité à des prix 3 à 4 fois moins chers qu'en magasin de bricolage. Ce sont des produits d'excellente qualité. Il s'agit simplement d'un site qui pratique le déstockage, qui n'a pas de loyer à payer en tant que magasin, puisque c'est un entrepôt. Il travaille exclusivement sur Internet. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas d'accord financier avec eux, je ne suis pas affiliée, mais simplement, cela me fait très plaisir de vous offrir ce lien. Je m'en sers régulièrement, je profite de cette aubaine de prix, qui ne sont pas des prix de solde, ce sont leurs prix permanents sur ces produits. Pour moi, c'est un plaisir de vous offrir ce cadeau à l'occasion de mon premier tutoriel et j'espère que le prix du vitrificateur ne sera pas un obstacle pour ceux d'entre vous qui ont peu de moyens et qui souhaitent se lancer dans la fabrication d'un meuble en carton. Pour appliquer le vitrificateur, la plupart des cartonnistes ils se servent uniquement d'un pinceau. Le même style de pinceau, peinture plafond. Moi, j'ai sincèrement pas la patience de vitrifier un meuble entier, même un meuble petit au pinceau. Ça prend vraiment trop de temps. Et puis, on n'est pas vraiment sûr de la répartition homogène du vitrificateur sur la surface du carton. Alors, ce que je fais moi, c'est que je prends le pinceau quand même, j'étale un tout petit peu de vitrificateur sur la surface et ensuite je prends ce genre de petits rouleaux en mousse. Super pratique pour vitrifier et aussi pour peindre les meubles car il nous laisse vraiment de la marge de manœuvre, il est très léger, le manche à rouleau est très agréable à tenir en main et donc je vitrifie avec le rouleau. Alors, je termine en faisant bien sûr le point sur ce qui est totalement indispensable et nécessaire et ce qui est plutôt optionnel comme produit. L'indispensable, c'est la râpe à bois plate et semi-ronde, le niveau, une bonne cale à poncer en mousse avec du papier abrasif auto-agrippant, le craft gommé et le vitrificateur. Et évidemment du matériel comme un petit rouleau en mousse avec le manche et un pinceau pour appliquer le vitrificateur. Et bien voilà, nous sommes au bout de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a été utile et j'espère surtout qu'il vous aura donné envie à vous immerger dans ce monde passionnant et sans limite qu'est la création d'un meuble en carton. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à cliquer sur j'aime. Évidemment, tout commentaire, question ou suggestion pour améliorer la qualité de mes tutoriels sont absolument les bienvenus. Dans le prochain tutoriel, nous allons aborder le choix du carton de récupération pour la création d'un meuble. Quel carton choisir, où le récupérer et comment le préparer pour le travail. Ce sera un tutoriel un petit peu comme celui-ci qui va se mélanger entre texte et images. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre intérêt et bien sûr, bon carton!